Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Nous sommes aujourd'hui là avec Fabienne Brugger et nous voudrions vous remercier pour jeudi dernier pour l'ouverture de notre séminaire. On a abordé les questions de nos thèses respectives, le travail de Pauline sur le médecin malade et le mien sur la signification politique de la compassion. On voudrait continuer autour de ces échanges et de ces questionnements en poursuivant la recherche de Fabienne Brugger sur l'éthique du cœur. Bonjour à tous, bonjour Fabienne Brugger. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre séminaire. Vous êtes philosophe et professeur de philosophie à Paris 8 et vous avez surtout fortement contribué à faire connaître et à populariser et diffuser l'éthique ou les éthiques du care en France. Vous avez notamment publié à ce sujet Le sexe de la sollicitude en 2008, puis un que sais-je sur l'éthique du care. Et vos travaux nous semblent très intéressants et importants, non seulement pour remettre un diagnostic sur le monde contemporain, mais aussi pour questionner un renouvellement du lien social face aux nouvelles formes de vulnérabilité vitale, sociale et environnementale. Votre pensée a été à ce titre source de réflexion et d'inspiration pour nos thèses respectives. Et donc nous sommes heureuses et honorées de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui et je vous cède à présent la parole. Afin que vous puissiez nous faire partager votre vision éthique et politique. Merci toutes les deux, tout d'abord pour votre invitation. Alors je dois juste dire en toute honnêteté que c'était très dur pour moi cette date parce qu'en fait j'ai en ce moment énormément de travail. Je suis en train de finir un livre sur la question de la fin de l'hospitalité, bon, qui a à voir avec certaines des problématiques que j'ai travaillées par le passé. Et c'était un peu difficile pour moi, du coup, de revenir à cet exposé des éthiques du care, mais je me suis prêtée au jeu. On y a mis ensemble certaines conditions qui étaient que je vous ferai, qui sont les suivantes, que je vais faire un exposé d'une trentaine de minutes où je vais reprendre, disons, les bases de mon travail sur l'éthique du care, et puis je vais bien sûr essayer de les connecter aux questions, je vais les connecter aux questions de soins et de compassion, peut-être plus d'ailleurs au prendre soin qu'à la compassion, mais je vais quand même faire quelques parallèles. Et puis après, voilà, on discutera et je reviendrai sur mon travail. Donc, ce que je vais tout d'abord vous expliquer, c'est comment ma réflexion philosophique, petit à petit, c'est enraciné dans ces questions que l'on peut renvoyer à ce courant anglo-américain des éthiques du care, que l'on traduit bien sûr toujours très difficilement, parce qu'on a traduit ça parfois par éthique de la sollicitude, et j'ai moi-même travaillé, j'ai moi-même publié un livre en 2008 sur le sexe de la sollicitude, qui était vraiment une analyse précisément de la notion de sollicitude et de la manière dont on pouvait la connecter ou non justement à la question des éthiques du care. Et puis après, j'ai fait un deuxième livre, un que sais-je, donc en 2011, là vraiment sur l'éthique du care et sur ce courant anglo-américain. Alors je vais un peu mélanger les deux ou vous expliquer plutôt comment j'ai procédé sur ces questions. Peut-être que ce que je peux rappeler en préambule, c'est qu'avant de travailler sur cette question des éthiques du care, et donc finalement sur ces dispositions et ces pratiques qui correspondent à ce que l'on peut appeler des activités de prendre soin, eh bien j'avais travaillé en fait beaucoup sur la philosophie de langue anglaise du XVIIIe siècle, sur Charles Spurry et ensuite David Hume et Adam Smith, qui sont précisément des auteurs qui ont essayé de penser en philosophie un nouveau mode de rationalité, pour faire vite, qui fasse précisément une place aux sentiments, aux passions. Et puis c'est aussi des auteurs qui avaient essayé de penser un certain nombre de sentiments moraux, entre autres la notion de sympathie. Donc en fait, mon travail sur l'éthique du care est un travail de philosophie contemporaine, mais
qui prend aussi sa source au départ dans un travail d'histoire de la philosophie sur la philosophie de langue anglaise du XVIIIe siècle. Alors, quand j'en suis venue dans ma réflexion philosophique à ces préoccupations d'éthique du Caire, je dirais qu'il y a eu principalement trois directions qui ont été importantes. La première, c'est que forcément, quand on travaille sur une éthique du Caire, eh bien, on réfléchit sur la possibilité d'une sorte, je dirais, d'expérience morale. D'une sorte d'expérience morale, mais qui n'est pas une expérience morale au sens classique que la philosophie donne généralement à la morale. Plus exactement, ce n'est pas pour rien que les éthiques du Caire ne sont pas des morales du Caire. Et quand on parle d'éthique, ce que l'on veut dire à ce moment-là, c'est qu'on n'est pas du côté d'une analyse des prescriptions, des maximes, des principes, mais on est précisément du côté d'une analyse des situations, de ce qui peut se jouer de contradictoire dans les situations en matière de coexistence des principes moraux. Et puis on est aussi dans une analyse forcément des sentiments et des dispositions, et donc de la manière dont les sentiments ou les dispositions peuvent intervenir dans des comportements que l'on appellerait précisément éthiques. Donc, forcément, aborder une éthique du Caire, c'est se situer à l'encontre de tout un pan de la philosophie morale, et en particulier de ce pan de la philosophie morale qui a largement été influencé, pourrait-on dire, par la philosophie kantienne, au nom précisément, on pourrait dire, d'un retour aux situations, d'un retour au concret, et donc d'un retour aussi à la fois aux dispositions et aux pratiques que peut porter précisément l'éthique. Et donc c'est dans cette perspective que j'avais écrit Le sexe de la sollicitude, selon l'idée précisément que la sollicitude pouvait permettre de dire quelque chose des pratiques qui se font, pourrait-on dire, au nom d'un souci des autres. Et donc, c'est dans cette perspective que j'avais thématisé cette question de sollicitude, et j'avais essayé de montrer dans ce livre que la sollicitude devait avant tout être qualifiée et être comprise à travers ce qu'on pourrait appeler un exercice de la sollicitude. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est précisément le fait que la sollicitude s'exerce, le fait qu'elle s'exerce. Et j'avais d'ailleurs là-dessus repris la parabole du bon samaritain, et la manière précisément dont on pourrait dire que le bon samaritain, à la différence précisément du religieux et puis ensuite du juif, eh bien exerce sa sollicitude à l'égard du blessé qui a précisément besoin de secours, pourrait-on dire, de manière immédiate. La sollicitude s'exerce. Elle s'exerce à travers une relation qui semble être une relation interpersonnelle, mais qui, bien évidemment, derrière la relation interpersonnelle, eh bien, croise un certain nombre de dispositifs, pourrait-on dire, des dispositifs sociaux, aussi des rapports précisément à une conception de l'humanité, une capacité à agir, etc. Et puis, elle s'exerce en tant que relation. Elle s'exerce aussi d'une certaine manière dans un certain anonymat, parce que finalement, dans la parabole du bon samaritain, le samaritain
c'est celui qui est le moins qualifié d'une certaine manière pour sauver le blessé, qui est un juif, et donc normalement un ennemi des Samaritains. Donc il y a en quelque sorte un côté aussi anonyme, une relation qui se crée en dehors des classifications habituelles, pourrait-on dire, des amis et des ennemis. Donc, j'avais à ce moment-là écrit la chose suivante, qui à mon avis éclaire assez bien le projet du livre. La sollicitude peut être comprise avec ce que certaines théoriciennes américaines nomment le care. Et à ce moment-là, j'avais explicité ce qu'il fallait entendre par là, un souci responsable des autres qui prend la forme d'une activité éthique et politique en faveur de la vulnérabilité humaine, dans l'idée de la stabiliser ou de la diminuer. C'est-à-dire que précisément, on peut dire à ce moment-là que la sollicitude, et on peut évoquer ce que les théoriciennes du care justement ont préconisé et qui est assez proche de ce terme français de sollicitude, on peut dire que ce qu'il s'agit d'exercer dans la sollicitude, c'est un souci responsable des autres. Et cette notion de responsabilité, elle est fondamentale dans le cadre des éthiques du care. Et je crois que précisément, ce serait une première manière de différencier la perspective des éthiques du care et donc la perspective, on pourrait dire, si on traduit en français, d'une éthique du prendre soin, et de l'autre côté, la simple figure de la compassion. Parce que précisément, au sens strict, la compassion, c'est un sentir avec. C'est un sentir avec que je peux, par exemple, exercer devant des scènes télévisuelles de souffrance. Je vais compatir, je vais être dans la compassion. Mais ce qui peut très bien, ce qui ne veut pas dire qu'une fois que j'aurai quitté, ce qui veut justement souvent dire qu'une fois que j'aurai quitté ma télévision, je vais en fait oublier que j'ai senti avec. Et je vais en fait oublier précisément la souffrance des autres. Et donc, d'une certaine manière, ce qu'apporte l'éthique du prendre soin, ce qu'apporte une éthique de la sollicitude, me semble-t-il, par rapport à la figure simple de la compassion, peut-être aussi par rapport à ce qu'est devenu la compassion, je dirais, dans nos sociétés contemporaines. On peut penser au livre de Myriam Revaud-Dallon sur l'homme compassionnel et sur la manière dont c'est peut-être, dont s'est constituée ces dernières années peut-être une figure aussi spécifique de la compassion qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on pouvait entendre par compassion, par exemple au XVIIIe siècle. Mais je crois que ce qui s'exprime vraiment de manière très forte dans l'éthique du care et dans ces éthiques du prendre soin ou de la sollicitude, c'est précisément le fait de se sentir responsable des autres et d'agir parce que précisément on se sent responsable des autres. Et c'est précisément la responsabilité qui permet l'exercice et qui permet l'exercice de la sollicitude. Et cette notion de responsabilité, elle est particulièrement importante dans ce courant éthique. J'ajouterai à cela que c'est un souci responsable des autres qui prend la forme donc d'un exercice éthique, mais d'un exercice éthique qui se fait en faveur de la vulnérabilité humaine, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire le fait précisément que c'est une responsabilité qui s'exerce face à un besoin, pourrait-on dire, d'autrui, face au fait qu'autrui est dans une situation de vulnérabilité. Donc ça, c'est en quelque sorte le premier pan de mon travail qui s'était accompli avec le modèle de la sollicitude et donc la possibilité de définir ainsi une éthique qui soit une éthique du souci responsable des autres, ce qui, à mon avis, dessine une différence avec ce qu'on entend communément par compassion. La deuxième chose qui est importante dans mon travail, c'est que j'ai repris dans ce courant, une fois que je suis vraiment entrée dans les textes
de ce courant anglo-américain de l'éthique du care qui commence globalement avec le texte de Carol Gilligan, Une voix différente, In Different Voice, et puis qui après se prolonge dans un texte que je trouve très important de John Tronto, Un monde vulnérable. Il y a dans ce cadre une discussion entre ce qu'on appelle une éthique de la justice et une éthique du care. Cette discussion entre une éthique de la justice et une éthique du care, elle est lancée dès les livres de Carol Gilligan dans une voie différente, selon l'idée que précisément, dès que l'on s'intéresse à la question de la morale, et que l'on s'intéresse à la possibilité de justifier des comportements moraux, eh bien, on va tout de suite aller du côté, en quelque sorte, d'une logique rationnelle. On va tout de suite invoquer une rationalité logique qui va être précisément celle des principes, celle de la loi, et qui va mettre de côté, justement, la sphère des sentiments, qui va mettre de côté la sphère des dispositions et qui va mettre de côté aussi l'analyse des situations. Et donc, ce que dit Carol Gilligan, c'est que cette justification des comportements moraux qui repose sur une éthique de la justice, c'est en quelque sorte, on pourrait dire, une compréhension sèche de la rationalité, mais compréhension sèche de la rationalité qui a justement étouffé ce que Carol Gilligan appelle la voie morale du care. Et donc, ce que Carol Gilligan essaie de faire dans une voie différente, c'est précisément mettre en avant cette voie morale du care qui a été étouffée et qu'il faudrait enfin faire ressurgir, selon l'idée précisément que le care, la sollicitude, le prendre soin, eh bien, peuvent favoriser des figures du sujet humain qui sont particulièrement importantes et qui ont été oubliées. Je m'explique. L'éthique de la justice est donc une éthique qui a largement favorisé le raisonnement théorique, qui a largement favorisé la pensée et qui a largement favorisé l'égoïsme ou le recours au moi calculateur et à l'origine précisément des jugements. Et ce que dit Gilligan, c'est qu'il serait beaucoup mieux dans toutes les questions morales de pouvoir fonctionner en termes d'équilibre entre une éthique de la justice et une éthique du care. Or, pour pouvoir fonctionner en termes d'équilibre entre une éthique de la justice et une éthique du care, il faut, dit Gilligan, revaloriser l'éthique du care qui a été oubliée. Et pourquoi l'éthique du care a-t-elle été oubliée? Pourquoi est-elle vouée en quelque sorte à l'effacement? Eh bien, pour la bonne raison que d'abord historiquement, elle a été largement portée par les femmes. Et largement portée par le fait que précisément les femmes ont été assignées aux tâches de soins, qu'elles ont été aussi assignées, on pourrait dire, aux bons sentiments. Hein. Et donc, d'une certaine manière, il faut pouvoir revaloriser cette voie du care qui, pourrait-on dire, historiquement, a été aussi la voie des femmes. Ce qui revient dans l'idée de Gilligan à dire il n'y a pas que la pensée, mais il y a aussi le sentiment. Il n'y a pas que l'égoïsme, mais il y a aussi l'altruisme. Il n'y a pas que le raisonnement théorique ou abstrait, il y a aussi le raisonnement pratique qui renvoie aux situations. Et donc, l'idée, c'est que précisément les relations humaines devraient être davantage caractérisées à la fois en termes d'éthique de la justice et en termes d'éthique du care. Et ça veut vraiment dire, dans la tête de Gilligan, que certes, d'un côté, on a renvoyé les relations humaines et les normes des relations humaines à une éthique de la justice et donc à des questions
qui ont à voir avec précisément la liberté, l'égalité, l'autonomie, le contrat. Et de l'autre côté, on a oublié d'autres types de relations humaines que l'on pourrait comprendre autrement et qui, elles, renvoient précisément à un sujet de besoin, à une analyse des situations et, nous dit Gilligan, à la figure de l'attachement. Et je crois que ça, c'est le point peut-être le plus compliqué, le plus discutable, et en même temps c'est un point essentiel de l'éthique du care, c'est que revaloriser les éthiques du care, c'est laisser plus de place à la figure de l'attachement, à la figure bien sûr du lien, contre les détachements, contre les détachements du moi à l'égard des autres, contre, on pourrait-on dire, les identités trop fermées, le moi d'un côté, les autres d'un autre côté, pourrait-on dire. Alors ça veut dire aussi, bien évidemment, cette figure de l'attachement, revaloriser la figure de l'attachement, c'est bien sûr revaloriser, on pourrait dire, tout ce qui relève des attachements corporels, mais aussi des attachements psychiques. C'est bien sûr aussi penser autrement les partages du privé et du public, forcément. C'est considérer que tout ce dont on ne parle pas généralement dans l'espace public, les relations entre les proches, etc., les relations d'attachement, c'est considérer que précisément elles doivent faire l'objet d'un discours et qu'elles doivent être considérées. Ça donc c'est le second point. Comment on peut, ce que préconise Gilligan, l'éthique du care, ce n'est pas dire il n'y a que l'éthique du care, c'est dire simplement il faudrait faire jouer un équilibre entre l'éthique de la justice et l'éthique du care. Et puis, troisième point important et qui a aussi forcément influencé mon travail, c'est la manière dont l'éthique du care aborde la question du féminisme. Aborde la question du féminisme et la question de l'assignation des femmes à la place justement du soin. Parce que ce qui intéresse en particulier Gilligan et encore John Tronto, c'est pas tant la possibilité d'une politique féministe que la possibilité d'une éthique féministe. Ce qui veut dire que, précisément, si l'on fait ce diagnostic, que les pratiques de soins sont largement l'affaire des femmes, et si l'on fait aussi le diagnostic que les sentiments et le souci des autres ont été largement assignés aux femmes, eh bien, à partir de ce moment-là, évoquer la théorie féministe et évoquer la possibilité on va y revenir, d'une éthique ou d'une politique féministe, ça suppose bien évidemment d'analyser et de contrecarrer l'idée qu'il y aurait une nature féminine supposée, enfin c'est contrecarrer l'idée qu'il y aurait une nature justement féminine, que cette nature féminine justifierait le fait précisément que les femmes sont surtout du côté du soin. Donc c'est bien évidemment revenir sur la thèse, on pourrait dire, d'une nature de la femme, c'est la contrecarrer, et c'est bien évidemment poser que le soin et l'éthique du prendre soin n'est pas seulement l'affaire des femmes, mais que d'une certaine manière, c'est l'affaire, pourrait-on dire, du genre humain. Avec un jeu de mots qu'on peut s'amuser à faire après sur le terme de genre. Et donc forcément, cette idée que le soin doit être l'affaire du genre humain, ça porte ensuite un certain nombre d'éléments en termes donc d'éthique et de politique. En termes d'éthique féministe, parce que si vous lisez bien le texte de Gilligan, c'est de vraiment dire que chaque femme elle-même devrait pouvoir adopter une éthique féministe et dire que chaque femme
elle-même devrait pouvoir adopter une éthique féministe, c'est dire que les femmes doivent pouvoir aller à l'encontre de ce à quoi on les a toujours assignées. C'est-à-dire, elles doivent sortir de la logique qui a été souvent celle des femmes, c'est-à-dire souci des autres, mais qui veut dire sacrifice de soi, don de soi, et elles doivent pouvoir déployer dans le prendre soin, précisément, mais tout comme les hommes devraient le faire aussi, mais dans le sens inverse, elles devraient pouvoir déployer finalement un équilibre entre éthique de la justice, pourrait-on dire, et éthique du care. Et donc l'éthique féministe, c'est une éthique, on pourrait dire, de l'équilibre entre l'éthique de la justice et l'éthique du care, qui forcément a un sens inverse pour les hommes et pour les femmes, eu égard à l'histoire des hommes et à l'histoire des femmes. Et donc, c'est bien dans ce sens qu'il y a chez Gilligan, par exemple, une éthique féministe, c'est-à-dire l'idée que, c'est un peu spinoziste, que se connaissant mieux et connaissant mieux l'histoire finalement du prendre soin et les assignations du prendre soin, eh bien on va pouvoir se comporter en quelque sorte autrement. Bien évidemment, cette éthique féministe, elle se prolonge dans une politique féministe. Dans une politique féministe que l'on trouve surtout dans le livre de John Tronto, Un monde vulnérable, que j'ai aussi reprise dans l'éthique du care, et qui est l'idée précisément que si le prendre soin est l'affaire du genre humain, eh bien on doit pouvoir penser des politiques publiques qui précisément n'assignent pas les tâches de soins aux femmes, ou qui en tout cas combattent les assignations des tâches de soins aux femmes, qui en tout cas combattent aussi le fait que lorsque les tâches de soins sont des tâches corporelles, eh bien elles sont généralement mal rémunérées et qu'à ce moment-là, elles sont souvent confiées eh bien, soit aux femmes, soit aux travailleurs pauvres, soit aux migrants, soit à des personnes peu qualifiées, etc. Et donc, il y a bien l'idée, en tout cas dans le féminisme de l'éthique du care, à la fois d'une éthique féministe et d'une politique féministe, la politique féministe étant finalement une reprise de la vieille affirmation que le privé est politique. Que le privé est politique et que précisément le prendre soin, même dans sa dimension privée, c'est-à-dire même lorsqu'il ne renvoie pas à des professionnels du soin, dans l'espace de la famille, etc., eh bien, il est aussi une affaire politique, parce qu'il est aussi une affaire de pouvoir, il est aussi une affaire de domination, etc. Alors, ça, c'est les trois axes avec lesquels j'ai travaillé sur l'éthique du care. Après, bien évidemment, il y a deux derniers points que j'aimerais ajouter assez vite. Le premier, c'est que ce travail sur l'éthique du care ne va pas aujourd'hui, je crois, sans un diagnostic du présent. Sans un diagnostic du présent, parce que je vous rappelle que le texte de Gilligan, il est écrit au début des années 80, que le texte de Tronto, il est écrit au début des années 90, même si, Tronto vient de republier d'ailleurs un texte que je suis d'ailleurs qu'on est en train de traduire en français, qui va être publié aux presses universitaires de France, qui s'intitule en anglais Caring Democracy. Et il y a malgré tout un diagnostic du présent à faire. Un diagnostic du présent qui tient, me semble-t-il, dans le fait, c'est ce qu'analyse d'ailleurs John Tronto dans le texte qu'on est en train de traduire, Caring Democracy. Il existe aujourd'hui une crise du care. Il existe aujourd'hui une crise du care, et cette crise du care, eh bien, on peut dire qu'elle est sans doute parallèle à la crise du capitalisme. À la crise du capitalisme et au fait que le capitalisme, on pourrait dire, a instrumentalisé le prendre soin et qu'il a instrumentalisé le prendre soin dans le cadre d'une société totalement structurée par la référence à l'individu entrepreneur. Et donc, finalement, à partir du moment
où la société capitaliste est complètement structurée par la référence à l'individu entrepreneur, eh bien, le prendre soin devient la condition, on pourrait dire, invisible, mais en même temps nécessaire du marché du travail. Et donc, on sait bien, et tout le monde le sait bien, que l'entrée dans la compétition économique des uns n'est possible que parce que d'autres assurent tout ce qui relève du soin dans une société, et en un sens large, c'est-à-dire à la fois l'éducation des enfants, les soins corporels des personnes dépendantes, mais aussi le travail, le bénévolat social, etc. Et ce qui fait que, à partir du moment où cette société est structurée par la référence à l'individu entrepreneur, mais qu'en même temps l'individu entrepreneur ne peut pas fonctionner, on pourrait dire, sans l'individu invisible qui prend soin, eh bien à partir de ce moment-là, se constitue, pourrait-on dire, dans la société, un centre et une périphérie, et donc une fracture entre d'un côté le monde valorisé des sujets hautement performants, entrepreneurs, et de l'autre côté, un monde de plus en plus marginalisé des donneurs et des receveurs de soins. Et dans ce monde de plus en plus marginalisé des donneurs et des receveurs de soins, eh bien, les frontières de genre, les différences entre les hommes et les femmes, vont de plus se combiner avec des frontières sociales, entre riches et pauvres, puissants et justement personnes sans pouvoir. Et donc, de plus en plus, ce sont les personnes les moins aisées de la société qui vont dispenser les soins, en particulier les tâches corporelles. Et donc, on peut dire que ce qui est perdu, c'est précisément la centralité du prendre soin et du recevoir le soin. Et bien sûr, c'est John Tronto qui a particulièrement travaillé là-dessus, en montrant qu'il y avait finalement une possibilité, que finalement la possibilité d'ignorer le prendre soin, eh bien, devient une forme de privilège, et que c'est celle, dit-elle, de l'irresponsabilité des privilégiés. Il y a une irresponsabilité des privilégiés qui, précisément, ont les moyens d'invisibiliser tout ce qui relève du prendre soin, alors même qu'on prend soin d'eux, mais qu'ils n'ont pas précisément à prendre soin des autres. Et donc, je crois qu'il faut vraiment lire aujourd'hui la crise du Caire à l'aune précisément des transformations du capitalisme, à l'aune de cette crise du capitalisme et de la difficulté du capitalisme à envisager précisément, pourrait-on dire, des activités non marchandes, comme les activités du prendre soin. Et donc il y a une difficulté du capitalisme à envisager la possibilité d'une éthique du prendre soin. Et revendiquer une éthique du prendre soin, de ce point de vue-là, ça fonctionne souvent avec justement une lecture critique, disons, des formes actuelles et dominantes du capitalisme. Ça, c'est l'avant-dernier point. Et puis, dernier point auquel me conduit cette crise du Caire, c'est que cette crise du Caire, elle tient donc au fait que la figure paradigmatique de l'individu capitalisme, c'est l'individu performant, avec cette injonction du soi performant que parfois on transforme en soi autonome, mais où l'autonomie n'est plus en quelque sorte qu'une fiction. Bien évidemment, pourquoi le capitalisme a-t-il aujourd'hui autant de mal à se rapporter à une éthique du prendre soin et à permettre la visibilité d'une éthique ou d'une politique du prendre soin? Parce que précisément, le capitalisme refuse la figure de l'humain vulnérable. Que précisément, il a beaucoup de mal avec cette question de la vulnérabilité. Il n'y a qu'à voir
mais ça, c'est peut-être que je commence à être fatiguée, que je commence à dire n'importe quoi. Il n'y a qu'à voir dans une sphère comme la sphère politique, et c'est particulièrement d'ailleurs vrai en France, comment les hommes et les femmes politiques ont vraiment du mal à admettre la moindre zone de vulnérabilité, et comment la logique est toujours une logique de la performance, une logique de la puissance. Et d'ailleurs, s'il y a bien peut-être un président qui a échappé à cette figure-là, et qui restera, à mon avis, ne serait-ce que pour cette image, il y en a bien d'autres, un président important, c'est justement quelqu'un comme Obama. Parce que quelqu'un comme Obama est justement quelqu'un qui a su sortir un peu de cette logique de la performance, de la puissance. Vous vous souvenez peut-être des larmes d'Obama. C'est quelque chose d'inimaginable en France. Un homme politique, un président de la République qui pleure de manière publique, c'est vraiment tout simplement impossible. Mais c'est parce que derrière il y a des structures et qu'il y a vraiment une tendance lourde du capitalisme qui tient précisément dans la figure de la puissance, dans la figure de l'individu entrepreneur de soi, dans le règne aussi de la société de marché. Et donc forcément tout ça, ça va très mal avec ce que préconisent les éthiques du Caire, c'est-à-dire la reconnaissance de la vulnérabilité humaine. D'une vulnérabilité humaine qui n'est d'ailleurs pas seulement la vulnérabilité humaine des soignés, mais qui est aussi la vulnérabilité humaine des soignants. De telle sorte que ce que posent les éthiques du Caire, c'est ce que l'on peut appeler une chaîne des vulnérabilités. Et l'idée que pour pouvoir prendre soin des autres, eh bien certes, il faut pouvoir se reconnaître comme vulnérable, c'est-à-dire semblable de celui qu'on va soigner, mais en même temps, il faut pouvoir aussi ne pas être trop vulnérable pour pouvoir précisément continuer à soigner. Donc, ce qui se joue à ce moment-là dans les éthiques du Caire, c'est toute une analyse de la vulnérabilité et du fait précisément que l'éthique du Caire s'enracine dans la figure d'un sujet de besoin. Dans la figure d'un sujet de besoin au sens large. Et le besoin, c'est le fait précisément, on pourrait dire, d'avoir besoin, pourrait-on dire, d'être accompagné, d'avoir besoin de soutien sur des activités spécifiques et à des moments particuliers. Et donc là-dessus, je terminerai là-dessus, c'est sur le fait que précisément si on reconnaît que l'humanité est vulnérable, eh bien à partir de ce moment-là, il faut bien préconiser une éthique qui permette de se rapporter à la vulnérabilité. Parce que si on ne pense pas une éthique qui permette de se rapporter à la vulnérabilité, eh bien on peut avoir précisément, et on va avoir, de toute façon il y a toujours des abus de pouvoir. C'est-à-dire que précisément, ce qu'il faut pouvoir analyser dans une perspective éthique, c'est ce que beaucoup de personnes ont appelé un devoir de protection des vulnérables. Y a-t-il un devoir de protection des vulnérables? On peut interroger, et c'est ce que fait l'éthique du Caire, cette notion de protection. Est-ce qu'il n'y a pas dans la protection l'idée finalement que les soins qui sont dispensés aux plus vulnérables sont dispensés par des soignants qui vont se protéger, qui vont se présenter comme étant des défenseurs des vulnérables. Or, précisément, il n'y a rien de pire que ça. Parce que se présenter comme un défenseur des vulnérables, c'est précisément se mettre à la place d'eux. Et c'est précisément ne pas rendre possible une quelconque réciprocité dans la relation. Et donc, ce que vont penser les éthiques du Caire à ce moment-là, c'est tous les risques de l'abus de pouvoir, précisément des fournisseurs de soins. Tous les risques de l'abus de pouvoir des fournisseurs de soins qui peuvent en arriver à s'arroger le droit eux-mêmes de définir les besoins des vulnérables. Donc, je terminerai là-dessus. Cette question
de la protection, de la prise en charge, de l'attention à l'égard des plus vulnérables, forcément, elle aboutit à des questions éthiques et politiques, et en particulier, mais je n'aurai pas tellement le temps d'en parler, en particulier à l'idée de voix des vulnérables. Comment on peut redonner voix, comment on peut redonner précisément une consistance de vie à des individus particulièrement vulnérables. Et je crois que là aussi, on est à nouveau à l'orée d'une distinction entre le prendre soin dans une éthique du care et puis la figure même de la compassion. Parce que à partir du moment où on pense une éthique du prendre soin et une attention à une situation, par exemple, de vulnérabilité, eh bien, on va penser la possibilité, je dirais, d'un soutien qui serait le plus réciproque possible, et qui serait le moins vertical possible. Parce que la verticalité, elle risque toujours d'entraîner précisément des abus de pouvoir. Et donc, à partir de ce moment-là, on va penser, et ça c'est vraiment un point fondamental dans les éthiques et les politiques du care, eh bien, la question des relations verticales, la question des relations horizontales, la question des relations asymétriques, parce qu'après tout, la relation de soins est une relation asymétrique. Mais avec la question de savoir comment, dans l'asymétrie, on peut justement introduire de la réciprocité. Et donc, comment on peut rendre une relation asymétrique, justement, moins asymétrique. Ce qui nous mène d'ailleurs maintenant dans les éthiques du care, et pour ma part, je travaille beaucoup là-dessus, à la question précisément des voix, de l'égalité des voix, et forcément à la question aussi des relations démocratiques. Et d'un lien, justement, entre éthique du care, politique du care, et question de la démocratie. Et je m'arrêterai ici, j'ai été finalement très longue. J'aurais une première question sur revenir sur ce que vous venez de dire sur la figure de la fiction de l'homme autonome. On a un peu évoqué cela jeudi dernier. En essayant de dire qu'il faut précisément ce que vous venez de dire, admettre la vulnérabilité comme propre à la condition humaine. Donc, on parlait qu'il n'y avait même pas besoin de vivre une maladie grave ou un accident pour se rendre compte que nous sommes tous vulnérables à un moment de nos vies. Un bébé ne peut pas survivre sans le soutien de quelqu'un. Les personnes âgées ont besoin d'en prendre soin de quelqu'un. Des moments de blessures physiques, psychiques, pareil. Donc, peu importe la gravité de la situation, si j'ose dire, la vulnérabilité, la fragilité de l'homme, de l'espèce humaine est toujours là et présente. Mais est-ce précisément le problème qu'elle n'est pas valorisée? Que cet idéal de l'homme autonome, indépendant, qui est tellement important au capitalisme, a fait que ça sera une sorte, si j'ose dire, de honte de dire que nous sommes vulnérables, comme vous venez d'évoquer les larmes du président Obama, qu'il a osé présenter au public, et qu'aujourd'hui on nie notre propre souci de soi, la compassion envers soi-même, envers les autres, en l'interprétant comme une faiblesse, comme un manque d'indépendance, d'une autonomie. Donc, pouvoir se reconnaître comme vulnérable, vous avez dit, permet déjà de mieux soigner l'autre, de mieux reconnaître la vulnérabilité de l'autre, ce qui est le travail de Pauline sur le paradoxe du médecin malade et comment cela change cette position. Mon travail sera de dire que c'était précisément dans la compassion, qui est toujours quelque chose qu'on évoque, qui manque quand on éprouve une situation face à une institution ou à une autre, dans une relation asymétrique, par exemple avec des soignants, on éprouve un manque. Et c'est quoi exactement cette manque? On dit d'une manière simple que c'est une manque d'humanité, une manque d'attention, mais n'est-ce pas peut-être une manque de compassion? Ici, je dirais que la compassion n'a pas de verticalité, qu'elle est
dans l'attention à une situation précise. Et peut-être on a aujourd'hui le déferlement compassionnel auquel notre société est aujourd'hui emprunte. Donc elle rassemble tous les symptômes d'une grande confusion. Mais c'est une confusion d'abord des termes, qui sont mécomprises ou incomprises. Elle est souvent dit synonyme de pitié, d'empathie, de charité. Donc cette confusion de sens brûle la singularité du concept et de la potentialité puissante qu'elle devienne une sorte de pierre angulaire pour tendre vers le but politico-philosophique d'un cosmopolitisme moral qui permettra de dire que notre première appartenance est à l'espèce humaine qui est vulnérable, qui est mortelle. Oui, il y a deux points dans votre remarque-question qui me semblent très importants. Premièrement, j'aimerais revenir sur la figure d'autonomie, et puis après je reviendrai sur cette question du déferlement compassionnel, parce que c'est pas si simple. Sur la figure de l'autonomie, il faut bien sûr rappeler deux choses. C'est que d'un côté, l'autonomie, ça renvoie à un l'idéal d'autonomie, qui d'une certaine manière, pour faire vite, disons en Occident, a été largement un idéal d'éducation, et que quelqu'un comme Louis Dumont a particulièrement analysé dans plusieurs livres, dont les essais sur l'individualisme, quand précisément il montre comment dans l'histoire des idées, en particulier européennes, à partir du XVIIe siècle, puis au XVIIIe siècle, s'est jouée la naissance d'une figure de l'individu qui était aussi une figure de l'individu autonome au sens d'un idéal d'autonomie, c'est-à-dire au sens où du côté de la politique, on devait fonctionner à partir d'un contrat, au sens où précisément la vie adulte, elle devait répondre à un idéal d'autonomie qui était d'une certaine manière un idéal de rationalité. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on ne doit pas abandonner. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne doit pas abandonner et que l'idéal d'autonomie, c'est une bonne chose, à condition de bien comprendre que c'est un idéal et que précisément la vie, ce n'est pas l'idéal, et que dans la vie, il y a des accidents, que dans la vie, il y a des allers et retours, et que comme le dit du coup John Tronto dans Un monde vulnérable, eh bien l'autonomie, si on la ramène à la figure de la vie humaine, c'est quelque chose de complexe, parce qu'il y a des phases d'indépendance, il y a des phases de dépendance, et tout ça finalement se combine plus ou moins. Donc moi, là-dessus, en revanche, sur l'idéal d'autonomie, ça me semble être quelque chose d'important, ça me semble être quelque chose d'autant plus important aujourd'hui, depuis quelque temps, alors que se développent un peu partout des climats finalement de peur, d'emprise, etc., qui d'une certaine manière ne parlent plus du tout de cet idéal d'autonomie. Mais il y a une seconde figure de l'autonomie qui n'est plus une figure politique, mais qui est avant tout une figure, disons, issue de l'économie de marché et qui après a pu valoir comme une politique, c'est la figure de l'individu entrepreneur. Et l'individu entrepreneur, il est autonome en un autre sens. Il est autonome parce qu'il est calculateur, il est autonome parce qu'il est rentable et parce que d'une certaine manière, il se débrouille par lui-même dans la société de marché. Et il fait les calculs qu'il faut. Mais il fait les calculs qu'il faut, ça renvoie quand même les calculs en même temps à des relations, à des réseaux, et donc c'est autre chose. C'est cette figure de l'autonomie de l'entrepreneur. Et là, bien évidemment, je serai plus critique parce que c'est une figure qui renvoie l'humanité à la question de la société de marché et qui tente à nous dire que tout peut être renvoyé dans l'humanité à la figure et à la norme de la société de marché. Donc sur cette question de l'autonomie, il faut faire finalement, et plus que je ne l'ai fait dans le passé, il faut faire une analyse en fait plurielle finalement de l'autonomie. Alors ensuite sur le déferlement, et donc si on fait cette analyse plurielle de l'autonomie,
l'idéal d'autonomie et puis la complexité de la vie dans son rapport à l'autonomie ne sont pas finalement des figures qui ne peuvent pas fonctionner avec l'idée de vulnérabilité. Ce qui ne fonctionne pas avec l'idée de vulnérabilité, c'est l'injonction à l'autonomie, c'est l'injonction à l'entreprise, etc. C'est cette idée de l'injonction, soit ceci, soit cela, soit autonome, soit entrepreneur. Or, précisément, un idéal, c'est pas ce qui dit soit autonome. Un idéal, c'est bien autre chose. Sur le déferlement compassionnel, eh bien en fait, je ferai aujourd'hui finalement une analyse un peu différente de l'analyse que j'avais pu faire de la compassion dans le sexe de la sollicitude. Analyse de la compassion qu'après j'ai peu reprise dans l'éthique du Caire, parce que là, l'enjeu, c'était vraiment le courant des éthiques du Caire. Le déferlement compassionnel qu'on a souvent, j'avais repris dans un article d'ailleurs là-dessus, les articles de Luc Boltanski dans La souffrance à distance, et la manière dont justement Boltanski, j'avais été très convaincue à ce moment-là, la manière dont Boltanski a analysé la compassion justement avec la télévision et le fait précisément, et l'écran, et le fait qu'on sent avec à ce moment-là et qu'après on ne sent plus rien. Je crois que les choses aujourd'hui sont un peu plus compliquées. Les choses sont un peu plus compliquées parce que finalement aujourd'hui, du déferlement compassionnel, je ne suis pas sûre qu'il y en ait tant que ça. C'est-à-dire que depuis que l'on est entré dans cette crise européenne au sujet finalement de la question des migrations, je crois qu'on voit bien qu'il y a aussi toute une partie de la population européenne et toute une partie des gouvernants européens qui sont bien loin du déferlement compassionnel et qui ont bien décidé justement de rendre même impossible toute compassion. Et donc d'une certaine manière, ça incite quand même du coup à analyser à nouveau frais la figure de la compassion, à analyser à nouveau frais tout ce qui a pu être produit au XVIIIe siècle par les philosophes autour justement de toutes ces figures de compassion, alors selon les philosophes, de compassion, de pitié, de sympathie, d'amour des autres, etc., de bienveillance. Parce que je crois qu'aujourd'hui, eh bien en même temps, on doit repartir quand même, c'est important de repartir des sentiments moraux et de la possibilité des sentiments moraux. Et après tout, la compassion, c'est l'une des figures des sentiments moraux. Et après tout, la compassion, eh bien, ça peut permettre parfois, une population compassionnelle, elle peut permettre parfois de faire revoir des politiques. Si on n'a pas du tout de compassion, si on n'a pas du tout de sympathie, si on n'a pas du tout de pitié, eh bien, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué, par exemple, d'imaginer une politique à l'égard des réfugiés et d'imaginer une application qu'on doit pourtant faire de la Convention de Genève de 1951. Et donc, à ce titre, j'aurais tendance à dire que malgré tout, il faut une éthique, et donc en ce sens-là, il faut des sentiments moraux, mais bien évidemment, on ne doit pas en rester à la question éthique. C'est-à-dire que précisément, le grand problème aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont prêts à exercer des sentiments moraux, qui sont prêts à avoir des activités en faveur des autres, et que précisément, ces activités en faveur des autres, eh bien, ne sont pas du tout accompagnées politiquement. Et que donc, précisément, ce qui manque aujourd'hui, bien sûr, c'est une assise politique pour les sentiments moraux, et donc des dispositifs politiques qui réaffirmeraient précisément un certain nombre de droits. Mais je crois que les sentiments moraux sont quand même aujourd'hui l'allié, en quelque sorte, d'une politique, on pourrait dire, de l'humanité, enfin du souci des autres, et qu'en ce sens, sur la compassion, il faut faire une analyse assez fine en même temps, parce que précisément, il faut faire un peu attention, où on va, parce qu'il y a tellement aujourd'hui de fermeture sur cette question même des sentiments et de figures d'amis-ennemis,
que réintroduire des sentiments moraux, c'est quand même une manière de sortir de ces figures, les amis, les ennemis, les proches, les lointains, ceux qu'on aime, ceux qu'on hait, etc., etc. Merci. Si tu me permets une petite question et je te passe la parole. Est-ce que vous évoquez que s'il n'y a pas de compassion, il y a une difficulté quant aux sentiments moraux. Donc s'il n'y a pas de ressenti avec de compassion, il s'agirait d'un devoir, d'une obligation. Par exemple, en qualifiant la compassion comme Tocqueville le faisait comme un instant, comme pour bien marquer qu'il ne s'agit pas d'un choix de sentiment électif, mais que la compassion, qu'elle ne procède ni d'un raisonnement ni de l'incitation au devoir, qu'elle est issue d'un mécanisme qui est quasi spontané, ou comme disait Schopenhauer qu'on a évoqué jeudi dernier, que le seul acte véritablement moral est celui qui provient de la compassion, quand on est face à un grand principe, comme celui de, par exemple, de dire la vérité, et qu'on se trouve dans une situation, par exemple, pendant l'occupation nazie, en train de cacher des enfants juifs, et qu'un officier nazi entre dans la maison et nous demande si on cache des enfants juifs. Est-ce que dire non, c'est aller contre un principe moral, ou est-ce que c'est précisément l'attention à cette situation, au fait que ce n'est pas l'officier nazi qui détient le droit à la vérité, et que la vérité de cette situation est dans la réponse qui apporte la compassion, dans la réponse de protéger l'autre. Oui, ça renvoie à la question de la vulnérabilité, effectivement. De toute façon, et ça renvoie à l'idée qu'effectivement, ce qui se joue à ce moment-là dans la manière dont on va se rapporter à la réponse, c'est bien une analyse de la situation en fonction de la vulnérabilité de ceux qu'on protège et en fonction précisément d'un souci des autres qui va prévaloir sur tout le reste, effectivement. Je vais essayer de résumer un peu ça. Okay. Comment on pourrait faire du coup, si aujourd'hui justement la norme c'est l'individu autonome et que finalement cette adhésion au bien, à la vulnérabilité, elle n'est pas si spontanée que ça, comment on pourrait appliquer cette éthique sans poser de principe, du coup, sans passer par la morale. Et du coup, et moi je me disais même, pousser un peu, de dire, cette éthique du care s'élève contre une morale rationnelle, mais est-ce que c'est pas justement le plus rationnel aujourd'hui que d'écouter, de répondre à un souci des autres, alors même qu'il y a une interdépendance et que... Tout dépend de ce qu'on appelle la rationalité. C'est pour ça que je voulais la définition de la rationalité dans ce moment-là. Parce que pour avoir travaillé là-dessus par le passé, il y a un sens, si vous voulez, il y a un sens abstrait de la rationalité qu'on peut renvoyer à certains grands systèmes philosophiques du XVIIe siècle, qu'on peut renvoyer, par exemple, après tout, à la figure même des méditations métaphysiques de Descartes. Il s'agit de penser avant tout, et on pourrait dire d'une certaine manière au départ avec l'oubli du corps. Bon, après on recolle en quelque sorte les morceaux, mais on pourrait aussi citer Leibniz. Il y a quand même à ce moment-là une définition, on pourrait dire abstraite, de la rationalité, et le fait que la rationalité, elle se joue dans un partage précisément entre l'intelligible et le sensible, et entre la raison et tout ce qui peut renvoyer à la sphère des sentiments et à fortiori encore beaucoup plus des émotions, etc. Mais à partir du XVIIIe siècle, il y a, au moment des Lumières, et là aussi bien chez des philosophes comme Diderot en France, ou même dans l'Émile de Rousseau, que chez les philosophes de langue anglaise comme David Hume,
mais dans une moindre mesure aussi dans certains textes de Kant, parce qu'après tout, le respect chez Kant, il est présenté comme étant une figure du sentiment moral. Ce qui se joue au XVIIIe siècle, c'est précisément une autre conception de la rationalité. Et l'idée que, et là particulièrement quand même chez Diderot et Hume, l'idée que précisément la rationalité, elle se construit à partir du sensible. Elle se construit à partir du sensible, elle s'organise, et ça fait précisément des analyses précises des passions, des analyses précises de la réflexivité des passions et de la manière dont peut se constituer finalement une réflexivité à partir alors de ce qu'on appelle plutôt au XVIIIe siècle parfois une discipline des passions. Mais la discipline, l'ordonnancement des passions, ça fait échafauder l'idée finalement d'une rationalité qui se fait justement à partir de notre affectivité et à partir de notre constitution sensible et corporelle. Et ça me paraît particulièrement important. Et donc, l'éthique du Caire, bien évidemment, elle est sur une conception non logique, non abstraite de la rationalité, et sur une conception précisément de la rationalité qui renvoie à la nécessité d'une construction sensible et affective, au fait que précisément l'intelligence, elle se construit avec les sentiments, qu'il y a, pourrait-on dire en termes spinozistes, un parallélisme de l'âme et du corps. Hein. C'est finalement Damasio qui dit que Spinoza avait raison contre Descartes, hein, et que l'analyse de la rationalité, elle doit vraiment être faite avec tout ce qu'apporte justement la sensibilité. Et donc l'éthique du Caire, elle est bien évidemment dans ce courant-là de la rationalité. Alors elle est en but actuellement, d'une part, à cette vieille tradition philosophique et cette tradition aussi des sciences humaines, d'une partie des sciences humaines comportementales américaines qui se sont justement beaucoup développées à partir d'une rationalité abstraite, d'une rationalité logique. Et elle est en but aussi à une nouvelle figure de la rationalité, qui est la rationalité économique. Et la rationalité économique, l'homme finalement se fait et pense à travers des calculs. Eh bien, c'est une nouvelle figure, d'une certaine manière, de la rationalité abstraite. Et donc, bien évidemment, en appeler à une éthique ou à une politique du Caire, ça suppose d'avoir en tête une certaine conception de la rationalité et donc de passer du temps aussi sur la densité, pourrait-on dire, de la sensibilité. Merci, on vous laisse les questions. Si quelqu'un J'avais une question par rapport à ce que vous avez mis en conclusion, puis après j'aurai un commentaire sur la crise du capitalisme dans le diagnostic. Dans votre conclusion, vous expliquez en fait l'impossibilité par le politique et par les dispositifs en fait de permettre un retournement en fait de situation. On formule différemment. Et j'ai envie de vous questionner par rapport à une chose qui s'est passée là dans les dernières 48 heures. Ça se passe en Pologne, où il y a eu des lois contre l'avortement, etc. Et en fait, où justement la compassion, comme vous l'écrivez, c'est-à-dire le être avec, a permis en fait un retournement de ce dispositif politique. Quoi. Oui. Et donc, par rapport à votre conclusion, ça voudrait dire qu'il y a quand même des circonstances, des situations qui permettraient en fait un retournement de situation. Et vous avez une deuxième question? La deuxième, c'est le commentaire. Moi, ça me travaille depuis un moment, parce qu'on n'arrête pas de parler de crise. Et vous avez employé deux mots. Vous avez parlé de la crise du capitalisme, vous avez commencé par la transformation, et puis après la crise. Si on regarde le capitalisme tel qu'il s'organise aujourd'hui, avec en fait aujourd'hui certains capitalistes qui ont les moyens d'aller vers ce qui pousse aujourd'hui, hein, qui est une idéologie, mais pas une idéologie abstraite, hein, c'est une idéologie qui se construit, qui est en fait le transhumanisme. Si on met ça à côté de l'histoire de la vulnérabilité, le transhumanisme, c'est bien le
le moyen d'éliminer en fait la vulnérabilité de l'être humain et puis même de questionner en même la nature humaine. À ce moment-là, on peut se dire que ce qui nous a été vendu comme une crise n'est pas une crise, parce qu'une crise, ça nous pousserait, nous, à prendre des décisions. En fait, la réalité, c'est qu'il y a ces personnes-là qui ont pris le pouvoir, parce que vous avez beaucoup parlé de pouvoir aussi, qui en fait nous poussent à être dans leurs décisions. Et dans ces cas-là, ce n'est pas une crise, c'est une transformation du capitalisme dont on nous fait croire que c'est une crise, mais qui n'est pas une crise. C'est mon commentaire. Parce que, comme vous avez parlé de diagnostic, c'est important de vraiment se questionner sur les mots qu'on emploie dans termes de diagnostic. Oui, alors sur la Pologne, bien sûr qu'on peut voir les manifestations géantes, en particulier des femmes, comme étant un retournement du dispositif politique qui allait se mettre en place. Et alors, il faut quand même préciser deux choses. La première, c'est que ce qui pour nous est quand même assez sidérant, c'est qu'en même temps, les femmes polonaises, là, elles se sont battues alors qu'il y a déjà une réduction drastique du droit à l'avortement. Donc déjà, nous, en tant que Français, on se dit, mais c'est complètement, pour nous, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que là, elles se sont battues pour quelque chose qui, à la rigueur, pour nous, semblerait être déjà très peu. Quand je disais, et effectivement, je crois qu'il y a... alors, dans la manière dont elles ont, entre guillemets, momentanément gagné, bien sûr on peut le lire en termes de compassion, mais on peut tout autant le lire en termes de lutte. Et moi, j'aurais plutôt tendance, là, sur cette histoire-là, à le lire en termes de lutte. C'est-à-dire en termes de lutte avec tout ce que ça suppose comme médiatisation, avec toutes ces femmes en noir, cette foule précisément à Varsovie et ailleurs, la grève des femmes, etc. Donc on peut aussi le lire en termes de lutte politique au sens large pour le droit des femmes contre un dispositif politique qui allait se mettre en place. Mais ce que je veux expliquer, c'est que ce que je voulais expliquer plutôt, c'était plutôt plus, moi, en ayant en tête précisément la question des migrants, des réfugiés, ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui se passe en Italie, en Grèce. Et le fait, me semble-t-il, qu'il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas d'accueil, par exemple, il n'y a pas d'accueil des réfugiés sans qu'il y ait, d'une part, quand même, un certain rapport aux sentiments moraux et sans qu'il n'y ait précisément de la compassion, de la pitié, de la sympathie ou tout ce qu'on veut, c'est-à-dire une ouverture quand même à l'autre sur le mode du sentiment et de la sensibilité. Mais en même temps, il n'y a pas d'accueil non plus sans qu'il n'y ait, mais ce n'est pas les mêmes, des dispositifs politiques. C'est-à-dire que si l'accueil a pu se faire en Allemagne, bon, même si les choses sont assez compliquées, mais il s'est quand même fait, c'est parce que précisément, il y a eu la mise en place de dispositifs politiques. Il y a eu certes une attitude, on pourrait le dire, bienveillante ou compassionnelle ou, d'une partie des Allemands qui se sont vraiment investis au départ dans la possibilité de recevoir finalement ces étrangers. Mais il y a eu aussi au plus haut sommet de l'État, et bien précisément la mise en place de dispositifs d'accueil dont voilà, j'ai visité le centre d'accueil de Tempelhof à Berlin. Eh bien, c'est tout un lieu précisément qui a été constitué en lien avec des associations. Enfin, il y a bien là une décision politique et des dispositifs politiques. Ce que je voulais dire surtout, c'est que quand on veut construire quelque chose qui renvoie aux sentiments moraux, il faut ensuite des dispositifs politiques, ou il faut aussi des dispositifs politiques, en fait. Et sur le transhumanisme,
Oui, bien évidemment, éliminer la vulnérabilité, c'est sûr qu'il n'y a pas de raison de lire autrement le transhumanisme, avec cette idée toujours finalement qu'il y aurait une sorte de perfectibilité humaine comprise d'une certaine manière. Crise du capitalisme, je suis allée un peu vite là-dessus, parce qu'en fait, mon travail réellement, là j'ai voulu vous faire un résumé et donc reprendre quelques points, et j'ai vraiment travaillé moi plutôt sur... j'emploie pas tant que ça la notion de crise du capitalisme dans mes travaux. J'ai travaillé plutôt sur ce que changent les idées néolibérales, sur le néolibéralisme et sur le corpus des idées néolibérales tel qu'il a pu être lu par exemple par Michel Foucault et par d'autres ensuite. Donc ce que j'ai plutôt thématisé dans mes livres à travers la figure de l'individu entrepreneur et de l'idée que la société de marché s'étend à toute chose, y compris aux affaires sociales, y compris à la sphère de l'intimité, etc. Ça, je l'ai plutôt interprété en termes de modèle néolibéral, en le référant donc aux travaux de Foucault, aux travaux d'une philosophe américaine comme Wendy Brown et à d'autres. Là, j'ai utilisé la crise du capitalisme, oui, peut-être un peu par complaisance, mais peut-être aussi à partir de l'idée de me référer aussi à ce que ressentent les individus. À partir de ce que ressentent les individus, ce que ressentent les individus aujourd'hui quand même, c'est une sorte de crise du capitalisme et c'est une sorte de fin de monde, pourrait-on dire. Donc je suis un peu repartie, mais c'est vrai que c'est pas en plus le cœur de mon travail, c'est vraiment sur la conversion de nos sociétés au modèle néolibéral. Et donc, au sens strict, il faudrait plutôt parler de modèle dominant néolibéral. Et dans ces cas-là, oui, c'est vrai que le terme de crise, on l'utilise un peu à toutes les sauces, mais je crois qu'il a quand même une pertinence dans la mesure où, certes, il y a des transformations, mais en même temps, on ne voit pas vraiment au nom de quelles valeurs elles se font. Et quand on ne voit plus les valeurs, et quand on ne sait plus bien quelles sont les valeurs, eh bien à ce moment-là, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas seulement une transformation, mais qui est une transformation en partie, mais qui a un autre versant que l'on peut peut-être nommer par le terme de crise. Mais à ce moment-là, il faudrait préciser et parler peut-être d'une crise des valeurs ou d'une crise. Voilà, il faudrait préciser un peu, je suis d'accord. C'est extrêmement intéressant, et en fait, il faudrait tout un séminaire ou toute une classe pour parler de la compassion. Et je trouve que je m'excuse de tutoyer, on est un peu collés. Je trouve que tu as très bien résumé et souligné un certain nombre de choses. Moi, je voudrais faire 2-3 remarques, je continuerai peut-être quand j'interviendrai dans quelques semaines. D'abord, tu parles d'Obama, mais tous les politiques utilisent la compassion comme instrument politique. Et effectivement, il suffit de regarder comment Hollande ou les autres se précipitent sur tous les terrains où ils peuvent montrer qu'ils sont compassionnels, etc. Et effectivement, ça fonctionne assez bien. La deuxième chose que je dois dire, je crois quand même qu'il y a une voie autre que celle du care dans le... Enfin, une autre voie, celle de la compassion, qui est celle de l'empowerment. C'est-à-dire, aux États-Unis, on a quand même beaucoup de philosophes, c'est parti avec Alinsky, frère dans un sens, etc. En fait, de l'idée de donner du pouvoir aux autres, donner la parole aux autres, etc. Et on n'est pas forcément très bon en France sur les modèles entraide, empowerment, etc. Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, Angela Merkel, je connais un petit peu l'Allemagne pour y mettre assez souvent les pieds. J'ai entendu aussi des choses qui disaient qu'elle n'est pas si angélique que ça, qu'elle a un passé qui peut montrer qu'elle a une autre façon, que peut-être derrière il y a un calcul de type économique et démographique, et qu'effectivement, ce qui est assez curieux, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que quand on va dans les villes allemandes, ou quand on rencontre des associations allemandes et qu'on voit cet élan de sympathie très très pratique, où les enfants courent, moi j'ai des petits-enfants en Allemagne, et ben ils courent pour donner de l'argent, etc., à 4 ans. Je veux dire, c'est assez étonnant de voir effectivement
comment la société, beaucoup plus que la nôtre, est rentrée dans ce mécanisme-là. Puis dernière chose, mais je pense que c'est presque un autre sujet, tu as assez peu parlé finalement de la relation, la proximité entre compassion et miséricorde. Tu en as parlé quand tu as parlé du bon samaritain, mais finalement, c'est vrai que on est quand même imprégné là-dedans. Voilà. Oui, ça fait beaucoup de choses. Non, mais j'ai bien envie de répondre du coup. Mais il faut lire ton livre. Hein. Mais sur la question de l'empowerment, en fait, c'est vrai qu'on n'est pas très bon là-dessus. Alors c'est un point que j'ai un peu repris dans le livre que j'ai publié après à la République des idées, la politique de l'individu. Là, j'ai essayé de montrer qu'il fallait combiner. Bon, peut-être aussi suite à certaines discussions sur l'éthique du care, dans des séminaires, etc., il y a des choses qui me sont venues en tête. Et je crois qu'il faut pouvoir combiner justement le pouvoir d'agir et le prendre soin. Mais que le prendre soin doit être aussi une manière de pouvoir ramener de la capacité d'agir. Mais pour pouvoir ramener de la capacité d'agir, il faut un certain prendre soin. C'est-à-dire qu'il faut un prendre soin qui ne soit pas précisément dans l'abus de pouvoir, dans la verticalité. Et c'est vrai qu'en France, on est très mauvais là-dessus. Pourtant, il y avait eu un excellent livre de Marie-Hélène Bacquier, précisément sur cette question de l'empowerment à la découverte il y a quelques années. C'est même elle qui avait été l'un des deux auteurs du rapport qui a été fait au début du quinquennat Hollande sur les banlieues, dans lequel elle avait essayé rapport qui est finalement passé à la trappe comme beaucoup d'autres. Donc il y avait bien eu à ce moment-là une prise de conscience de la nécessité d'introduire justement ces perspectives-là en France. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir comment dans certains pays, on arrive à mettre au point des programmes d'aide, des programmes d'entraide, etc., des programmes d'éducation qui reposent vraiment sur un empowerment réel, enfin qui est à la fois, je dirais, du prendre soin et la constitution ou la reconstitution d'un pouvoir d'agir. Et que ça, en France, on n'y arrive pas. Alors peut-être qu'on n'y arrive pas. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais il y a quand même, il y a même de toute façon, il y a des entreprises qui localement, enfin des entreprises, je veux dire des entreprises humaines, je veux dire par là, il y a des associations, des collectifs, etc., qui arrivent à faire quelque chose. Mais on n'y arrive pas au niveau du discours national, de la capacité nationale à se réapproprier de telle manière de faire. Je crois qu'on n'y arrive pas. Parce que quand même, on a une conception de l'État social qui est en même temps une conception finalement assez verticale de l'État social. C'est-à-dire, l'État social, c'est un prestataire de subventions, de services, etc. Et on a du mal à penser finalement des programmes vraiment spécifiques. L'État a du mal à partir de l'idée qu'il pourrait aussi écouter ce qui se fait socialement ici et là et après faire remonter ces programmes, en faire quelque chose, etc. Parce qu'on n'arrive jamais à faire fonctionner ce qui va de bas en haut. C'est ça le problème français. Donc forcément, sur l'empowerment, ça ne peut pas... On a du mal à imaginer, par exemple, des défilés comme nous, on fait les données de la population française, enfin des gens qui viennent défiler dans les rues pour demander l'ouverture des frontières à tous les immigrés. Ça n'aurait pas de sens parce que ça ne serait pas suivi des faits, la politique serait absente, elle ne répondrait pas du tout à la... Oui, ben c'est... Oui, et... Oui, mais d'ailleurs, ça renvoie du coup à ce qu'on disait là. C'est vrai que moi, j'ai aussi vécu plusieurs fois en Allemagne et donc j'y retourne régulièrement. Et cet été, je suis retournée à Berlin. Et c'est vrai que comme toi, ça m'a vraiment étonnée de voir comment la population allemande, bon, bien sûr, il y a maintenant des réactions, puis il y a des votes, mais comment une bonne partie de la population allemande, elle s'est complètement investie dans ce rapport aux réfugiés. L'an dernier, ma fille reçoit sa correspondante allemande qui est venue plusieurs fois en France. La correspondante allemande qui habite Darmstadt, à côté de Francfort, nous amène des biscuits qui, nous dit-elle, ont été faits avec les réfugiés. C'est des petites actions qui en France ne sont pas valorisées de cette manière-là. Alors, concernant Merkel, finalement,
peu importe. Je pense, moi, ma conviction profonde, mais je ne sais pas si elle est juste, c'est que Merkel, son souci, c'est d'appliquer la Convention de Genève. Je crois que c'est quand même ça, c'est-à-dire que elle a en vue quand même le droit européen, le fait que la plupart des pays européens ont signé cette Convention de Genève et que donc à ce titre on doit un accueil et on doit le statut de réfugié à des populations persécutées. Après, sans doute que se mêlent aussi peut-être des considérations. Alors, on a beaucoup joué là-dessus en France, démographique, économique, etc. Mais peu importe, finalement. D'une certaine manière, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça a permis et qui malheureusement n'a pas été suivi dans les autres pays européens. Et ce qui est intéressant, c'est du coup la manière dont la population allemande s'est impliquée. Alors après, bien sûr, l'histoire de l'Allemagne n'est pas l'histoire de la France à double titre. D'abord au titre du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale, puis au titre de la réunification et du fait que les Allemands ont quand même, enfin qu'en tout cas, c'est fait une Allemagne réunifiée qui est quand même largement l'ancienne Allemagne fédérale, qui d'une certaine manière peut se considérer comme ayant accueilli finalement, je ne sais plus si c'est 17 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Donc, et puis alors sur l'utilisation du compassionnel, certes, les hommes politiques utilisent le compassionnel, mais d'abord, je trouve qu'ils l'utilisent de moins en moins. Il me semble qu'on a quand même un retour, mais ça, bon, c'est plus de l'ordre de l'opinion, et il me semble qu'on a quand même un retour d'une politique de la puissance, du virilisme, etc., qui ne laisse même plus de place à une quelconque compassion, et que même les commémorations liées aux victimes des attentats deviennent extrêmement finalement martiales, nationales. Certes, il y a une utilisation du compassionnel, mais je ne suis pas sûre qu'on soit dans la compassion. Et je ne suis pas sûre que les hommes et les femmes politiques soient vraiment dans l'idée actuellement d'être dans la compassion, même s'il y a toujours un peu une utilisation du compassionnel, mais qui en même temps, me semble-t-il, est de moins en moins là. Mais ça, faudrait l'analyser plus. De l'instrumentalisation de la compassion. Voilà, c'est ça, c'est une instrumentalisation, et en plus une instrumentalisation qui, je pense, est de plus en plus dangereuse et passe de moins en moins, parce qu'il y a eu un tel abus à un moment donné que, en même temps, ils sont presque déjà partis dans autre chose. Mais bon, je n'ai pas travaillé plus amplement là-dessus, donc c'est plus. Compassion au niveau politique pour sauver le capitalisme. Là, on se met des politiques en place qui peuvent être assez spectaculaires pour sauver le capitalisme. Même en Allemagne, on a vu des politiques mises en place, d'accueil, pour vraiment sauver le capitalisme à tout prix. Mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Oui, et d'autant plus que, pour l'instant, vous voyez, quelqu'un comme Angela Merkel, elle hésite à renflouer la Deutsche Bank. Hein. Alors qu'en France, une banque comme la Deutsche Bank qui périclite, on la renfloue, je pense, tout de suite. Hein. On ne se pose même pas. C'est plus compliqué que ça. Et je crois que malgré tout, il y a une autre question si on reparle de la question des réfugiés et des migrants, certes, on peut faire une analyse capitaliste en disant que finalement, les accueillir, c'est redéployer finalement l'idéologie de la libre circulation des personnes, tout comme il y a déjà une libre circulation des biens, mais il faut toujours avoir, en tout cas en mémoire aussi, l'autre position. L'autre position, c'est si on refuse l'accueil et qu'on pratique finalement un refus de l'autre, il y a des pratiques du refus de l'autre. Et ces pratiques-là, qui forcément découlent de ce qu'on a pu décider en termes de refus, est-ce qu'on est prêt précisément à les tenir? C'est aussi la question des pratiques. C'est pour ça aussi que l'éthique du Caire, c'est intéressant, parce que l'éthique du Caire, ça renvoie toujours à la question des pratiques. Quand il y a
du souci de l'autre, du souci des autres, il y a des pratiques. Le souci des autres, ça va avec des pratiques du souci des autres. La haine des autres, ça va aussi avec des pratiques de la haine des autres. Et donc là, il faut bien réfléchir, finalement, c'est pas seulement la question du capitalisme, c'est aussi cette question-là. Mais bien évidemment, il y a aussi la question du capitalisme. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'équipe du CAIR aujourd'hui si la société civile a besoin de dispositifs politiques et que les politiques ne sont pas prêts à faire des comptes? Eh bien que la société civile pousse à des dispositifs politiques. Il y a des choses, mais du coup, il faudrait quoi des mouvements comme Nuit debout oui, pas seulement des... Pour les mettre en lien et les c'est bien, faire en sorte qu'ils deviennent durables. c'est bien la question aujourd'hui, mais il y a déjà des... Si vous voulez, par exemple, la manière, toujours sur cette question des réfugiés, la manière dont déjà des villages, des villes décident précisément de l'accueil, la manière dont la maire de Paris, justement, a décidé d'un dispositif d'accueil provisoire, ça, c'est un dispositif politique. Et c'est un dispositif politique qui est lié précisément aussi chez elle à des convictions qu'on pourrait appeler morales, mais aussi à du pragmatisme, parce qu'aussi, il vaut mieux que les gens soient quelque part plutôt que dans la rue. Et si vous voulez, je crois qu'il y a quand même des choses qui bougent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les personnes qui se mobilisent de la société civile accentuent justement les inégalités du prendre soin, que ce soit quand même les mêmes dans la société civile qui se mobilisent et que du coup on se retrouve avec ce problème de... Ah oui, bah ça c'est un risque. C'est un risque effectivement, à part que si on reprend aussi les analyses des sentiments moraux, on sait il peut y avoir aussi une contagion des sentiments moraux. Et que donc, quand il y a certains types d'attitudes, on peut aussi contaminer précisément d'autres personnes, que s'il y a un enthousiasme collectif qui commence à se nouer quelque part, eh bien ça va justement faire de la contamination. Donc il y a cette notion de contamination aussi. L'ex-banquier américain jeudi dernier, quand il parlait du mouvement Sanders, il expliquait ça. Ah bah oui, aux États-Unis, ouais. Après ces échanges riches que j'ai beaucoup appréciés, j'oserais définir deux problèmes que je pense posent Bob Locke dans cette visée de la vie bonne, l'éthique du CAIR, de prendre soin. D'abord, c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est la mise en place des dispositifs du haut, de la politique, même qu'il y a des tentatives comme les Nations Unies, comme le devoir de protéger les populations fragilisées, mais que quand on se mobilise au niveau citoyen, s'il y avait aussi le dispositif politique, ça aurait été beaucoup plus facile, comme le cas d'Allemand que vous venez d'évoquer. Et l'autre problème, je voudrais dire, c'est le rôle des médias, et comme vous venez d'évoquer, des mots qu'on choisit. Donc, moi, je pense que le choix du mot crise est fait exprès pour faire peur, pour faire en sorte que c'est quelque chose de très difficile à aborder, très large, très vaste, comme le rôle des médias, ce qu'évoque Boltanski dans La souffrance à distance, et face à l'écran, et la manière de présenter les mauvaises nouvelles par chiffres, au lieu par histoire personnelle, de dire un tel numéro de morts, au lieu de dire voilà ce qui s'est passé, expliquer la situation, fait de nous justement le contraire de ce qu'évoquait Tocqueville de la démocratie en Amérique, des citoyens actifs et à quel point ils sont capables de se mobiliser quand il y a un tout petit problème, fait des masses blasées qui se disent bah, voilà, c'est trop, c'est la crise sans fin, comme dit d'ailleurs Myriam Revaud-Dallon, et on n'y peut rien. Moi, à mon tout petit échelle, je ne peux rien faire et ne sais pas peut-être le rôle des politiques et des médias d'utiliser d'abord un différent langage, une différente approche, si le but est vraiment de mobiliser les citoyens et la politique. Oui, non, mais c'est vrai que ça serait une autre question. La question du rôle des médias et de la manière dont les médias agitent des peurs, c'est sûr c'est une question cruciale, essentielle, et
crise, c'est juste porteur d'espoir. Enfin, c'est un point critique où ça peut Oui. chuter, mais tout peut se relever aussi. La crise, c'est aussi l'idée qu'on quitte quelque chose et qu'on peut partir dans autre chose. C'est ça, c'est la définition que je connais de la crise, c'est en fait c'est une situation qui nécessite une décision qui réoriente. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que en fait la décision, la société, ou enfin les parties de la société, la plus grande partie de la société, n'a pas la capacité de décision. Si on renvoie à toute la discussion, tout l'échange que vous avez fait sur l'autonomie, on rejoint. Mais le seul problème, c'est qu'étymologiquement aussi, la crise est quelque chose qui ne dure pas, qui a un moment de réinventer, de changer, et perpétuer sans cesse le discours de la crise fait un peu le non-sens de. Parce qu'une décision est prise et une orientation est prise pour sortir de la crise. On est sur le même. Merci beaucoup. Merci.